Et qu'importe les problèmes à venir, puisque on pourrait toujours faire l'amour. True love will find you in the end. Excusez-moi, c'est la direction de l'État? Oui, c'est ça. Hein? Il s'est avéré que tout ne serait pas aussi Je simple. pas prendre mon téléphone, là? Il est où, mon téléphone? Rendez-moi mon téléphone! Celui-là? Ouais, celui-là, ouais. Playlist, ça a été une réflexion sur plusieurs années, parce que comme c'est les producteurs qui sont venus à ma rencontre avant que j'ai une idée, ils m'ont laissé carte blanche pour faire ce que j'avais envie de faire dans les limites d'un budget disponible, j'imagine. Ça a été une longue maturation que de chercher à comprendre ce que j'avais envie de raconter, ce que je pouvais raconter, et oui, où est-ce que j'avais envie de pointer mon aiguille, quoi. Et j'ai passé beaucoup d'années à rapprocher le scénario de moi, en fait. Comme ma première bande dessinée qui avait été autobiographique, je pense que ce film-là, qui est mon premier long métrage, j'ai eu besoin de le rapprocher de moi pour vraiment pouvoir m'en emparer et me sentir légitime, en fait. Je préfère dire que mon film est très personnel plutôt qu'autobiographique, parce qu'il est forcément transformé à partir du moment où ça devient un scénario. Par exemple, une des phrases amusantes du film, c'est j'ai pas dit je t'aime, j'ai dit j'éteins. Ça m'est arrivé, mais dans une autre version, c'est-à-dire que j'étais avec mon amoureux de l'époque, à qui j'ai dit j'éteins avant de m'endormir, et lui m'a dit moi aussi. Et donc là, j'ai compris qu'il avait compris qu'il s'était trompé, et donc ce lapsus, il est venu de cette façon-là, voilà, pour dire un peu comment ça se transforme. La valeur ajoutée vraiment par rapport à la bande dessinée, c'est l'incarnation, le rythme, tout ce qui allait prendre corps, et la musique en faisait partie. Et voilà, en fait, l'idée, moi, c'était de ne pas me perdre. La gageure, en fait, en passant au cinéma, c'était de ne pas perdre mon univers, de pas m'éparpiller, et de tout le monde, enfin, faire un film entre l'idée qu'on a de base et au montage final, ce qu'on a, il y a un monde, quoi. Donc, faut essayer de tout le temps rassembler un peu ce qu'on perd en route, d'en perdre le moins possible. Et ce qu'il y a de magique aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent, pour le coup, additionnées par les gens avec qui on travaille, qui donnent quelque chose qui n'existait pas. Donc, voilà, faut pas en perdre trop, et faut rester ouverte pour en ajouter, quoi. On a baisé plein de fois chez moi. Et on riait, on parlait. Il se passait un truc, quoi. C'était... Et le cul, c'était comment? Ah, ça, c'était dingue. Tu jouissais à chaque fois? Presque. Toute l'idée, c'était de partir sur une fausse piste romantique avec la voix off du film qui indique clairement qu'on va être dans une quête romantique, une quête amoureuse pour exister. Et évidemment, mon intérêt, l'intérêt du film, c'est que ça devienne une quête existentielle plus large. Le regard dont elle a besoin, qui est d'abord celui masculin, que ça se reporte sur elle-même, sa propre vision, la vision de Sophie sur elle-même. Oui, alors la grande question, c'est est-ce qu'on n'est jamais terminé, hein, mais je pense que c'est un work in progress, la vie jusqu'au bout, quoi. Et il y a une phrase que j'utilise en voix off et qui, moi, m'a toujours beaucoup interrogée et fait rire, c'est quand est-ce qu'on apprend de nos erreurs, parce qu'on aimerait vraiment qu'au moins ça serve à ça, de tomber, mais parfois, on a vraiment l'impression de se répéter, et on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? Et moi, j'ai la chance de pouvoir recycler ça en histoire, mais sinon, je ne sais pas à quoi ça servirait de se prendre constamment les pieds dans les mêmes fils. Je pense que c'est mon déclic amoureux pour le cinéma, c'était avec Un tramway nommé Désir d'Elia Kazan quand j'avais 16 ou 17 ans. C'est par ce film-là que j'ai vraiment découvert le cinéma,
que le noir et blanc était une révélation de modernisme, où je me suis dit un film qui a été tourné en 51 peut m'intéresser, moi à l'époque, donc j'avais 18 ans dans les années 2000, quoi, et je crois qu'il y avait une révélation graphique du noir et blanc à ce moment-là, moi, dans ma vie, et j'ai beaucoup dessiné en noir et blanc et j'ai jamais eu l'impression que le noir et blanc ôtait une saveur par rapport à la couleur. En tous les cas, la couleur, quand elle est utilisée, pour moi, j'estime qu'il faut qu'elle soit très, très pensée. Et donc, c'était aussi un choix pragmatique de me dire ce que je ne concentre pas comme énergie à choisir avec la déco, avec le stylisme, avec le budget, enfin, etc., en couleur, je le gagne sur d'autres terrains où je vais devoir avoir un avis aussi en tant que réalisatrice. Donc voilà, c'était à la fois un choix esthétique et pragmatique. Laetitia Doche comme Sarah Forestier ont une personnalité qui déborde, quoi. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Et je pense que c'est ce que j'essaie de faire dans mes bandes dessinées autant que dans ce film-là, c'est-à-dire de sortir de la case, ne pas être étiqueté, ne pas être cadré, quoi, en fait, se limiter à un cadre. Elles ont ça, elles portent ça en elles, clairement. Et elles incarnent ça physiquement, oralement. Donc déjà, j'avais de gagner, d'assurer une certaine personnalité avec ces actrices. On savait là où on se posait. Et moi, en tant que... avec ces deux noms-là à l'affiche, je me disais, moi, j'aurais très envie d'aller voir ce film. Donc déjà, j'étais excitée rien que ça. Sophie a gagné Sarah Forestier n'arrêtait pas de me parler de Jim Carrey, et je pense elle a gagné en fantaisie, un peu en expressivité. Elle est touchante, et parce que c'était le risque auquel il fallait être vigilant avec mon scénario, c'est qu'elle ne devienne pas antipathique. Et elle a réussi à la maintenir dans un équilibre comme ça. Et Laetitia Doche a amené aussi sa part d'improvisation par rapport à certains dialogues. Et leur amitié a beaucoup gagné au personnage par rapport à mon scénario. Et ne serait-ce qu'à travers une séquence qui est assez emblématique dans le film, la séquence des premiers secours, qui se conclut par une improvisation où elles explosent de rire toutes les deux. Ça, c'était pas du tout dans le scénario. Et en fait, ça fait vraiment monter le film sur le statut de l'amitié. Il a grimpé vraiment grâce à ça. La musique qui est employée dans le film, elle appartient beaucoup au registre indépendant, lofi, c'est-à-dire vraiment bricolé. C'est Daniel Johnston est l'emblème de ce mouvement-là, de l'autoproduction, en fait, du fait de s'enregistrer tout seul dans sa salle de bain avec des appareils bricolés. Donc un son un peu crade et pas lissé par les studios, et aussi avec un circuit de diffusion très court. Et moi, il y avait comme un parallèle aussi entre cette musique-là, qui est en plus celle par laquelle j'ai vraiment commencé à aller beaucoup en concert. C'était, moi, dans les années 2000, l'émergence d'un nouveau courant folk. Et donc à Paris, j'allais beaucoup en salle voir des artistes de cette gamme-là, quoi. Et le fanzina, par lequel moi j'ai commencé à me publier, donc à publier, photocopier mes fanzines, et je les vendais 5 €. C'est un parallèle avec ce mode de diffusion de la musique qui est employé beaucoup dans le film, quoi. À la fois aussi, les morceaux ont tout bonnement un aspect d'autres voix off. Enfin, c'est dans ce chaos tout à fait banal de la pré-trentaine que vit Sophie. Finalement, la musique est une étagère qui tient par rapport à tout ce qui est bancal, quoi. J'ai plus eu envie, en fait, de décrire la vision de l'extérieur sur la bande dessinée plutôt que de critiquer le milieu de la bande dessinée. En fait, c'est quand même un milieu que je trouve très tendre, parce qu'il a, par rapport au cinéma, beaucoup moins d'enjeux financiers. C'est moins
c'est moins cruel, je pense, comme milieu. Mais ça a aussi ce côté presque manque de fioritures, manque de paillettes, quoi. Le festival de Cannes pour la bande dessinée, c'est Angoulême, et c'est en janvier, Angoulême, et il n'y a pas de tapis rouge, c'est sympa, mais c'est plutôt, on boit des bières dehors par 3 degrés, et on n'est pas très bien habillé. Et il y a ce principe de la dédicace, du festival de bande dessinée, de comment c'est vu aussi. Le fait de dessiner, c'est toujours sympa, quoi. Enfin, ça appartient et ça appartiendra toujours, le dessin, au registre de l'enfance. Donc il y a cette connotation qui sera immortelle, quoi, avec l'auteur ou l'autrice de bande dessinée. On dira toujours de prime abord que c'est sympa de faire la bande dessinée. Alors qu'on n'a pas envie d'être sympa, forcément. Mais... moi, je suis extrêmement contente que le film puisse être vu à l'étranger, parce que moi, je me suis forgé comme une deuxième vie via les films que j'ai vus et les livres que j'ai lus. Mais le cinéma a été vraiment... voilà, j'ai énormément été en salle toute seule et j'adorais ça, avoir plusieurs films par semaine. Et j'ai l'impression, oui, d'avoir vécu plus de vie que la mienne grâce à ça. Et donc le fait de me dire que le film peut être vu dans tous les pays dans lesquels il va être vu, ça me réjouit, parce que le petit effet papillon de pouvoir partager un peu de ses émotions et sa vie avec quelqu'un, c'est magique.